135 millions de personnes luttent quotidiennement pour leur survie le long de la ceinture du Sahel, là où la vie semble reculer progressivement face à l'avancée du sable. Pourquoi la désertification progresse-t-elle si rapidement malgré les tentatives de restauration? On pourrait penser que la plantation massive d'arbres suffirait à stabiliser le sol, mais sans un écosystème fonctionnel pour entretenir la terre, ces efforts isolés s'effondrent systématiquement. La suite devient plus complexe, car le climat aride ne laisse aucune chance aux jeunes pousses de s'enraciner durablement. Des dizaines de milliers d'hectares de terres autrefois fertiles disparaissent chaque année, transformant des zones de culture en étendues stériles et poussiéreuses. Le Sahara, situé juste au nord, draine inexorablement la moindre trace d'humidité résiduelle dans l'atmosphère et le sol. On voit comment les plantes flétrissent et meurent avant même d'avoir pu fixer les nutriments nécessaires à leur croissance, laissant chaque projet de reboisement suspendu à un équilibre extrêmement précaire. Le processus ne fait que prendre de la vitesse sous l'effet des vents desséchants. À première vue, l'introduction de tortues dans ces zones dévastées semble être une idée dénuée de sens tactique, mais en réalité, ces créatures pourraient détenir la clé de la régénération des sols. On peut remarquer la lenteur de ces reptiles qui cachent une fonction biologique cruciale pour la dispersion des semences et la fertilisation naturelle des zones arides. La stratégie globale contre l'avancée du désert est aujourd'hui totalement réévaluée par les scientifiques grâce à l'observation de ces mécanismes naturels simplistes. Tout se complique encore lorsque l'on mesure l'ampleur de la zone concernée. 360 millions d'hectares forment la surface totale du Sahara, une étendue gigantesque dépassant la superficie des États-Unis. Ce territoire ne doit pas être perçu comme un simple amas de sable immobile, mais comme un système climatique extrême, fonctionnant comme une immense machine thermique. L'équipement de mesure météorologique enregistre des cycles d'aridité qui ne laissent aucune place à l'erreur humaine ou technique. L'équipement sépare progressivement les zones habitables des zones hostiles, créant une frontière invisible mais physique où la survie dépend de la structure même du sol. On voit comment la poussière retombe lentement sur les derniers bastions de végétation, tandis que la machine climatique saharienne continue son expansion méthodique. Le passage au niveau suivant de compréhension de ce phénomène nécessite une analyse de la biologie animale au service de la géologie. La matière organique ainsi traitée se déplace vers une phase de transformation plus profonde. Des milliers d'années d'activité ininterrompue ont façonné le Sahara en un mécanisme climatique d'une puissance redoutable. Dans de vastes zones géographiques, les précipitations sont quasiment inexistantes, au point que plusieurs décennies peuvent s'écouler sans qu'une seule goutte d'eau ne touche le sol. Durant la journée, la température à la surface dépasse fréquemment les 40 degrés Celsius, soumettant chaque étendue exposée à une chaleur de cuisson constante. Pourquoi la structure du sol finit-elle par se fracturer sous l'effet de ce climat extrême? On pourrait croire que la chaleur seule suffit à désagréger la Terre, mais en réalité, c'est le refroidissement brutal de l'air à la tombée de la nuit qui génère des cycles thermiques d'une intensité telle qu'ils brisent physiquement la cohésion du terrain. La capacité du Sahara à drainer la moindre trace d'humidité reste cependant son aspect le plus terrifiant pour l'équilibre biologique. On peut remarquer comment les taux d'évaporation atteignent 600 cm par an, provoquant la disparition immédiate des rares pluies avant même qu'elles ne puissent s'infiltrer dans les couches profondes. Sur cette terre déjà épuisée, des vents brûlants et des tempêtes de sable balayent le paysage sans relâche. La suite devient plus complexe. La poussière fine transportée vers les lisières du désert finit par étouffer les jeunes pousses au moment précis où elles tentent d'émerger de la surface. Situé entre l'aridité saharienne et les zones tropicales du sud, le Sahel fait office de frontière fragile pour le maintien de la vie. Bien qu'il ne s'agisse que d'une bande de terre semi-aride, cet espace supporte l'existence de plus de 135 millions de personnes, dont la survie dépend directement de l'agriculture à petite échelle et de l'élevage. Tout se complique encore. Le moindre changement dans les conditions hydriques ou la qualité des sols peut transformer une situation précaire en une crise de survie immédiate pour ces populations. Le Sahel reçoit des précipitations, mais ce volume limité ne suffit jamais à compenser ce que la nature prélève durant les saisons sèches prolongées. Parallèlement, la couche arable du sol est arrachée par l'érosion éolienne et les vents chauds, mettant à nu une surface durcie dont la consistance rappelle celle de la pierre. À première vue, la dégradation du sol semble être un phénomène de surface, mais en réalité,
une fois la structure endommagée, l'eau de pluie ne peut plus pénétrer dans les profondeurs. Les racines des plantes ne parviennent plus à s'ancrer et la capacité de régénération de l'écosystème s'éteint progressivement. Ce processus de dégradation ne se manifeste pas de manière brutale ou spectaculaire. On voit comment il se révèle par des signes minuscules, comme des arbustes qui s'espacent ou des prairies qui rétrécissent chaque année davantage. Les troupeaux sont contraints de parcourir des distances toujours plus grandes pour trouver de l'eau et du fourrage, tandis que les champs autrefois cultivés sont abandonnés au silence et à la poussière. Mais ce n'est que le début. Pourquoi l'attention des scientifiques s'est-elle soudainement portée sur une espèce indigène longtemps négligée? La tortue sulcata, également connue sous le nom de tortue sillonnée d'Afrique, possède des caractéristiques biologiques uniques. Cette espèce était autrefois présente sur l'ensemble de la région, mais le surpâturage et la perte de son habitat ont provoqué un effondrement de sa population. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Aujourd'hui, elle n'occupe plus que 16% de son aire de répartition originelle. La disparition des tortues a entraîné l'effacement des fonctions écologiques qu'elles assuraient, accélérant par conséquent la dégradation des terres. L'idée de réintroduire ces reptiles semblait initialement peu crédible pour lutter contre un désert en expansion. Mais en réalité, c'est leur capacité d'adaptation millénaire aux milieux arides qui a justifié leur sélection pour des programmes de conservation, notamment au Sénégal. Depuis le milieu des années 2000, des organisations locales et internationales mènent des efforts de réintroduction dans la région de Ferlo. On peut remarquer des taux de survie élevés et des signes clairs de réintégration naturelle dans l'environnement. Ces initiatives ne sont pas encore considérées comme une solution à grande échelle contre la désertification, mais elles ouvrent une perspective technique nouvelle. L'étape suivante attend déjà son tour dans le processus de restauration écologique. 8000 km, c'est la distance monumentale que doit couvrir la Grande Muraille verte à travers la ceinture sahélienne depuis le Sénégal. Ce projet ambitieux, initié en 2007 par l'Union africaine, visait à restaurer les terres dégradées par une approche massive et rapide. Cependant, bien avant que ces solutions à grande échelle ne soient envisagées, une méthode naturelle plus ancienne opérait déjà silencieusement. Pourquoi le comportement d'une espèce indigène suscite-t-il autant d'intérêt chez les chercheurs? On pourrait supposer que c'est la force ou la longévité de la tortue sulcata qui fascine les biologistes. Mais en réalité, c'est sa capacité de creusement, une fonction écologique brisée qu'il faut restaurer, qui s'avère déterminante pour l'écosystème. Des membres antérieurs puissants, dont la forme s'apparente à des pelles naturelles, permettent à ces reptiles d'excaver des terriers de refuge s'étendant sur plusieurs mètres. On voit comment l'animal déplace la terre avec une régularité mécanique pour atteindre des profondeurs allant de 3 à 9 mètres sous la surface. Ces tunnels ne sont pas de simples abris pour la survie individuelle, mais ce n'est que le début. Le sol du Sahel subit une cuisson thermique telle qu'il finit par former une croûte superficielle comparable à du béton. Cette barrière hermétique empêche l'infiltration des eaux de pluie, provoquant le balayage systématique de la couche arable fertile par les vents et les ruissellements. L'équipement biologique de la tortue brise cette structure rigide. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment la terre est retournée et ameublie lors du passage de l'animal, créant des ouvertures que les ingénieurs ne pourraient reproduire qu'avec de la machinerie lourde. Chaque terrier creusé fonctionne alors comme une chambre de respiration pour la lithosphère. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'eau de pluie s'infiltre plus profondément dans ces conduits, tandis que la circulation de l'air souterrain s'améliore nettement. À la surface, les empreintes de pattes et les marques de grattage génèrent une multitude de micro-dépressions. L'équipement naturel sépare progressivement la terre compacte en un substrat capable de piéger les graines et de retenir l'humidité résiduelle. Ce processus se déploie avec une persistance lente mais inexorable. Chaque individu agit comme une charrue autonome, retournant les sédiments centimètre par centimètre. Tout se complique encore lorsque plusieurs spécimens coexistent sur une même zone. Les impacts individuels s'additionnent et se lient pour transformer des étendues entières de paysages. Les scientifiques décrivent ce phénomène comme une redéfinition complète des écosystèmes, en partant directement du sol.
À première vue, cette ingénierie animale semble modeste face aux enjeux climatiques, mais en réalité, elle constitue une base de restauration durable. Le passage au niveau suivant montre que l'humanité avait pourtant privilégié des stratégies différentes. La restauration des fonctions écologiques par les espèces indigènes offre une alternative aux paris technologiques plus risqués. Le projet de la Grande Muraille Verte représentait une tentative de transformation accélérée de l'environnement à l'échelle d'un continent. Le flux des actions humaines rencontre ici la lenteur efficace de la nature. L'acier des machines de plantation s'oppose à la persévérance des carapaces dans la lutte contre la désertification. Le travail de la tortue sulcata prépare le terrain pour les interventions futures. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage d'un nouvel équilibre biologique. 8000 km, c'est la distance monumentale que devait initialement couvrir la Grande Muraille Verte, s'étendant du Sénégal à l'ouest jusqu'à Djibouti à l'est. Dans sa vision originelle, ce projet titanesque était imaginé comme un rempart continu de forêt, une barrière végétale suffisamment large et dense pour stopper net l'inexorable avancée du Sahara vers le sud. Pourquoi concevoir un tel monument biologique au milieu de nulle part? On pourrait penser qu'une ligne ininterrompue d'arbres suffirait à stabiliser le climat régional. Mais sans une compréhension profonde des cycles hydrologiques locaux, le projet risquait de se heurter frontalement à la réalité d'un sol aride, qui ne pardonne aucune erreur de calcul. L'objectif visait la restauration d'environ 100 millions d'hectares de terres dégradées, tout en créant des moyens de subsistance durable pour des millions d'habitants à travers toute la région sahélienne. Mais le Sahel ne se plie pas au plan tracé sur le papier. Des climats erratiques, des précipitations quasi inexistantes et des sécheresses prolongées ont rapidement mis en lumière les limites intrinsèques des plantations d'arbres à grande échelle. À la fin de l'année 2023, les rapports internationaux indiquaient que seulement 15 à 20% des objectifs globaux avaient été atteints, le succès visible restant confiné à une poignée de pays spécifiques. Ailleurs, les jeunes pousses ont péri avant même de pouvoir s'enraciner, succombant à la sécheresse, aux tempêtes de sable et à l'absence totale de soins sur le long terme. On peut remarquer comment, dans certaines zones critiques, les communautés locales ont été contraintes d'arracher les arbres pour s'en servir comme bois de chauffage. Mais ce n'est que le début. Ce geste n'était pas dicté par un doute envers le projet, mais par une nécessité absolue de survie immédiate. Aujourd'hui, la Grande Muraille Verte continue de prendre forme, morceau par morceau, tout en laissant derrière elle une leçon fondamentale. Les humains ne peuvent pas imposer leur volonté au désert par la seule force mécanique. Le Sahel n'a pas simplement besoin d'un mur statique pour s'opposer à la nature, il exige des solutions qui écoutent, s'adaptent et se déplacent au rythme de la Terre elle-même. La suite devient plus complexe. Si la Grande Muraille Verte cherchait à redessiner la frontière du désert sur une carte, la tortue sulcata remodèle le Sahel d'une manière radicalement différente, pas après pas, juste sous la surface du sol. À première vue, le déplacement d'une tortue semble insignifiant face à l'immensité sablonneuse. Mais en réalité, chaque sillon creusé transforme l'écosystème en profondeur. À mesure que les traces de tortues impriment progressivement les sables du Sahel, leur impact s'étend bien au-delà des lieux qu'elles habitent physiquement. Avec le temps, les zones fréquemment visitées par ces reptiles commencent à émerger comme des points d'ancrage écologique, des endroits où la vie réapparaît plus tôt que dans le paysage environnant. La végétation se régénère en premier, formant des îlots de verdure clairsemés mais vitaux, capables de stabiliser durablement le sol. Les insectes suivent ce mouvement, puis les petits herbivores, et enfin les prédateurs de premier niveau. Une chaîne de récupération biologique prend forme de manière ordonnée. Tout se complique encore. Les scientifiques décrivent ce phénomène comme une restauration groupée plutôt qu'une récupération à grande échelle. Dans un environnement aussi rude que celui du Sahel, ce sont précisément ces poches de vie dispersées qui déterminent la capacité d'un écosystème à perdurer. On voit comment les tortues sulcata ne verdissent pas le Sahel de manière spectaculaire et ne renversent pas la désertification à court terme. Au lieu de cela, elles accomplissent une tâche plus silencieuse, empêchant l'effondrement total de l'écosystème pour permettre au processus naturel de continuer à progresser. Les premiers résultats des programmes de réintroduction au Sénégal ont rapidement attiré l'attention de la communauté internationale de conservation. Le processus,
ne fait que prendre de la vitesse. Au centre de ces efforts se trouve la réserve de biosphère de Ferlo, dans le nord du Sénégal, où le programme est mis en œuvre de manière continue depuis l'an 2006. Selon les rapports de conservation, environ 80% des tortues réintroduites à Ferlo ont survécu à l'état sauvage. De nombreux individus ont déjà commencé à se reproduire, un résultat extrêmement rare sous les conditions climatiques extrêmes de cette zone. Ces succès ont jeté les bases d'une extension progressive du modèle de réintroduction au-delà des frontières sénégalaises, atteignant le Mali, le Niger et le Tchad. Dans ces nations, les tortues sont élevées sous des conditions strictement contrôlées avant d'être relâchées par petits groupes. L'équipement sépare progressivement les spécimens prêts pour la vie sauvage, afin de minimiser les risques. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'effort ne vise plus seulement à sauver une espèce de l'extinction. Il s'intègre désormais dans une approche de restauration écologique indigène globale. Pourtant, les tortues ne sont pas les seules espèces ramenées dans ces plaines arides. Avant elles, cette terre avait été témoin de la disparition complète d'un animal plus grand et plus rapide, qui symbolisait autrefois les prairies semi-désertiques, l'oryx algazelle. Pendant des siècles, l'oryx a parcouru le Sahel, parfaitement adapté à la chaleur et au manque d'eau. Mais les fusils de chasse, combinés à l'expansion des pâturages pour le bétail, ont poussé l'espèce au bord du gouffre. À la fin du XXe siècle, l'oryx avait officiellement disparu de la nature, son nom ne survivant que sur des listes de conservation. Passage au niveau suivant. Ce n'est qu'en 2008 qu'un effort audacieux a débuté au Tchad pour rendre l'oryx à la terre qu'il avait perdu. Après des années de préparation minutieuse, les 25 premiers individus ont été relâchés dans la nature en 2016. On peut remarquer comment, dès la première année, des veaux sont nés, marquant la première reproduction naturelle de l'espèce après des décennies d'absence. À partir de ce moment précis, la population d'oryx a commencé à croître de manière constante. En 2023, les chiffres ont dépassé les 600 individus, prouvant que le retour n'était plus une simple expérience de laboratoire. En 2024, le statut de l'espèce a été dégradé d'éteint dans la nature à en danger, l'un des retours de conservation les plus rares de l'histoire moderne. Au-delà de la survie de l'espèce, le retour de l'oryx contribue activement à la restauration des sols sahéliens. Leurs sabots créent de petites dépressions capables de retenir l'eau de pluie, tandis que leurs excréments ajoutent une matière organique précieuse. Ces impacts semblent modestes, mais ils suffisent à déclencher le retour de la vie à travers le paysage semi-désertique. Alors que les tortues creusent profondément dans le sol et que les antilopes redessinent leurs anciennes routes de migration, il manque encore une pièce finale au Sahel. Il s'agit d'une espèce suffisamment rapide et résiliente pour relier ces poches de vie dispersées. Cette espèce est l'autruche d'Afrique du Nord. Autrefois présente dans les vastes paysages, l'oiseau le plus rapide du monde avait disparu d'une grande partie du Sahel. Ce n'est qu'en 2016 que les efforts pour ramener les autruches dans la nature ont officiellement commencé au Tchad et au Niger. Les individus ont été élevés dans des conditions semi-sauvages et soigneusement surveillés avant leur libération définitive. Les résultats initiaux se sont révélés très encourageants, avec des taux de survie avoisinant les 85%. On voit comment les autruches, en cherchant leur nourriture, perturbent le sol durci par le soleil. Elles laissent derrière elles de petites cavités qui collectent l'eau et dispersent les graines à travers leur déjection. Comme les tortues et les oryx, les autruches ne luttent pas contre le désert. Elles aident simplement le Sahel à fonctionner à nouveau selon les règles de la nature. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne. 100% des tentatives de sauvetage à grande échelle au Sahel ont démontré que les lignes d'arbres tracées de manière rigide sur des cartes ou les projets colossaux imposés par des interventions extérieures ne suffisent pas. La restauration de cette vaste région semi-aride ne repose pas sur une solution miracle unique, mais sur une compréhension fine de la biologie locale. Pourquoi les méthodes artificielles de reboisement échouent-elles souvent là où la faune sauvage réussit? On pourrait penser que planter des millions de pousses constitue le rempart le plus efficace contre l'avancée du sable. Mais sans les cycles naturels de perturbation et de fertilisation, ces plantations ne survivent que rarement aux conditions extrêmes du désert. Le véritable potentiel de régénération réside dans les espèces animales qui ont évolué avec cette terre durant des millénaires.
Les tortues sillonnées, connues sous le nom scientifique de Centrochelys sulcata, creusent des terriers profonds dans le sol aride pour échapper à la chaleur intense. On voit comment ces excavations brisent la croûte terrestre durcie, permettant à l'humidité rare des pluies de s'infiltrer et de se maintenir dans les couches inférieures. La suite devient plus complexe. Ce mouvement mécanique réveille les cycles de vie enfouis, favorisant la germination de graines qui attendent parfois depuis des années une modification de la structure du terrain. L'Oryx algazelle, avec ses cornes en forme de cimeterre, joue un rôle complémentaire en rétablissant les anciennes routes migratoires à travers les plaines de sable. On peut remarquer comment ces animaux piétinent le sol, enfouissant les nutriments organiques et ramenant indirectement les graminées vers la surface par leur transit intestinal. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les autruches d'Afrique du Nord interviennent ensuite pour lier des écosystèmes fragmentés, transportant des semences sur des centaines de kilomètres grâce à leur déplacement endurant et constant. Chaque espèce animale génère un impact individuel qui semble minime à l'échelle du continent, mais le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque ces actions se superposent. À première vue, la réintroduction de quelques individus semble être une goutte d'eau dans l'immensité désertique. Mais en réalité, ces interactions biologiques recréent le rythme naturel indispensable à la survie du biome. L'équipement technologique ne remplace pas ici le travail millénaire des sabots et des griffes. La lutte contre la désertification n'est pas une confrontation violente contre les éléments naturels, mais un protocole technique de réparation des liens brisés. Pour sauver un paysage entier, il ne s'agit pas de déployer une force mécanique brute, mais de faire preuve de patience et d'une capacité d'observation rigoureuse. On voit comment l'écosystème entame son auto-guérison dès que les fonctions biologiques primaires sont rétablies par ses habitants d'origine. L'acier et le béton des infrastructures hydrauliques cèdent la place à la résilience du vivant, permettant au Sahel de retrouver une stabilité durable. Le cycle se referme doucement, laissant la faune indigène stabiliser les sols de manière autonome. Ce processus de restauration écologique atteint ainsi un stade de maturité où la nature assure elle-même sa propre maintenance. De là, la transformation se dirige vers la phase suivante de stabilisation environnementale.